Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h rebelle. Voici le sommaire. Célébration ce mercredi 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Le thème retenu cette année est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Un thème qui souligne le rôle que les technologies innovantes jouent dans la promotion de l'égalité des genres et dans la satisfaction des besoins des femmes et des filles en matière de santé et de développement. Comment les femmes elles-mêmes appréhendent les questions d'innovation et de technologie, on va le savoir dans un instant. Ensuite, le projet Porte-Novo-Ville veille à réaliser un plan directeur pour l'urbanisation de la ville à travers un atelier. Le contenu de ce document, qui va désormais servir de boussole pour la prise des décisions liées au cadre de vie, a été présenté aux acteurs de la ville, notamment les élus locaux et puis cadres techniques de la mairie. Ensuite, le ministre du Développement, de la Coordination de l'action gouvernementale a fait une descente ce mardi sur le site de construction de la zone économique spéciale de Glodjibé. Les travaux évoluent au rythme prévu dans le chronogramme. Les usines ont déjà commencé à tourner et l'emploi aux jeunes est garanti, constate Aboulaye Biotchane. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin, à l'instar de la communauté mondiale, célèbre ce mercredi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies pour rendre hommage à ces nombreuses braves femmes qui ont manifesté à travers le monde pour exiger la réalisation de leurs droits et leur participation au processus politique et économique. Le thème dédié à la célébration de la GIF cette année est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Un thème qui souligne le rôle que les technologies innovantes jouent dans la promotion de l'égalité des genres et dans la satisfaction des besoins des femmes et des filles en matière de santé et de développement. Oulatou Sanoussi, Rachidi Zouberou pour le reportage. La 28e édition de la Journée internationale de la femme, GIF 2023, porte sur le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». La célébration se penche sur l'impact de l'écart numérique entre les sexes, sur l'augmentation des inégalités économiques et sociales et permet également de mettre en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence sexiste en ligne facilitée par l'éthique. Aujourd'hui, un écart persistant entre les sexes en matière d'accès au numérique empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies. Je remercie l'ONU pour ce thème parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que la digitalisation est au cœur de toute activité et ça permet d'être encore plus proche de nos populations et c'est un thème qui arrive à point nommé. Ça va permettre à beaucoup d'entre nous, femmes qui ne maîtrisent pas grand-chose sur la digitalisation, de mieux s'approprier de la chose et de s'impliquer davantage. Le thème nous exhorte à ne mettre pas. Aujourd'hui, le digital s'impose au monde. La révolution numérique fait que tout est digitalisé et ça facilite la vie. Alors la femme qui a déjà un quotidien bénévole dans notre existence, qui va s'approprier de cette digitalisation-là, aura plus facilement des choses. Quand nous prenons aujourd'hui les casiers judiciaires, l'acte de naissance, il y a pas mal de choses qui se font en ligne. Les femmes peuvent faire pendant ce temps-là, elles n'auront pas à aller trimer dans les bureaux pour chercher ces pièces-là. Donc je pense que c'est une avancée qui s'impose. Nous devons nous approprier de cela pour pouvoir aller de l'avant et être au même niveau d'évolution que les pays émergents. Au Bénin, plusieurs réformes sont mises en œuvre depuis quelques années par le gouvernement dans le domaine du numérique. Le ministère du numérique et de la digitalisation a pour mission la conception, le suivi et l'évaluation de la politique générale de l'État en matière de communication électronique, de développement numérique et de transformation digitale de l'administration publique, des entreprises et des autres secteurs de la société. L'écosystème du numérique au Bénin est en pleine maturation et est porté par le gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation et les agences sectorielles. Le ministère s'est doté du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique afin d'accompagner et favoriser le développement des startups. Aujourd'hui, les femmes représentent 33% des professionnels du numérique.
alors que les métiers du numérique leur offrent de réelles opportunités de carrière et d'équilibre de vie. Il est donc indispensable que les femmes participent activement à la transition numérique, qu'elles soient des actrices de ce changement plutôt qu'elles ne le subissent. Et c'est ça la vision de la communauté Women in Tech Bénin. Nous sommes aujourd'hui dans la digitalisation, dans la technologie, et nous devons amener nos femmes à s'y mettre et à comprendre. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? C'est les jeunes, nos jeunes enfants ou bien nos petits-enfants aujourd'hui qui savent manipuler l'outil dont on parle là. Mais il faut qu'on fasse d'efforts pour que nous ne rentrions pas dans la catégorie des personnes qu'on appelle aujourd'hui les analphabètes du 21e siècle. Il y a longtemps que nous parlons de la femme, de l'engagement de la femme. Il faudrait que la femme en soit consciente. Que la femme en soit consciente et qu'elle se dise « je prends mon destin en main ». Est-ce que vous voyez? Plutôt qu'elle ne soit en position de celle qu'on porte et qu'on pousse. Vous voyez? Donc, en principe, tout ce qu'il y a d'innovant, la femme doit pouvoir se mettre, te jeter à l'eau et puis être à la pointe. Être à la pointe. Donc, sincèrement, je trouve que le thème est bien, mais j'espère que mes sœurs femmes se l'approprient. Parce que le tout n'est pas de parler. Il faut agir. Il faut agir. Et agir, ce n'est pas agir à la place de l'autre, mais qu'il faudrait que la personne puisse, celle à qui ça s'adresse, puisse vraiment s'y mettre, s'intéresser à la chose et puis avancer. Dans le même temps, les technologies numériques offrent de nouvelles perspectives pour l'autonomisation au niveau mondial des femmes, des filles et d'autres groupes marginalisés. L'ère numérique représente une occasion unique d'éliminer toutes les formes de disparité et d'inégalité. Cette édition 2023 de la Journée internationale de la femme permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Parce que entre les hommes eux-mêmes, ils ne se font pas de cadeaux. À plus forte raison, que faire de cadeaux à la femme. Moi, je crois qu'on doit se battre, on doit continuer de se battre et être en avant, être au devant de la scène plutôt que de nous faire pousser. En cette journée internationale des femmes, l'ONU appelle les gouvernements, les activistes du secteur numérique et le secteur privé à intensifier leurs efforts pour rendre le monde numérique plus sûr, plus inclusif et plus équitable. Bien que l'on parle de parité, il y a des métiers qui sont réputés drainer plus d'hommes que de femmes, souvent qualifiés à tort ou à raison de métiers d'hommes. On constate pourtant que de rares femmes s'illustrent et imposent le carrure dans ces métiers qui exigent force et endurance. C'est le cas de Héloïse Agoyen-Rossou, la seule femme mécanicienne dieseliste au garage de l'université d'Abomey-Calavi. Une femme qui ne réclame pas la parité, mais qui se la fait imposer, comme vous allez le constater dans ce magazine que nous propose Ulrich Chigaba. Presque tous les jours, à 5 h du matin, Héloïse quitte son foyer pour se mettre au service du garage universitaire. Avec son certificat d'études primaires et un niveau d'études de 5e, cette jeune dame, autrefois aide-soignante, a fini par rejoindre la profession de son rêve. Avant, j'étais restée au nord, quoi. Je vois les gros porteurs là, les hommes qui conduisent les gros camions là, ça m'attire. Moi-même, j'ai envie de conduire des camions. Mais finalement, j'ai décidé de faire la mécanique pour voir si je peux arriver à leur niveau. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes également conductrice, c'est ça? Pas pour le moment. Je n'ai pas encore eu mon permis. Mais je m'exerce un peu. Aujourd'hui, elle est mécanicienne dieseliste en service au garage universitaire d'Abomey-Calavi. Seule femme dans un groupe d'hommes, Héloïse ne ménage aucun effort pour s'imposer par la qualité de son travail. Face aux difficultés du métier, elle garde la perche de l'endurance et n'hésite pas à se faufiler sous les bus chaque fois que son travail l'exige. On vient à 4 h moins.
ou bien 5h moins. Et on démarre les bus à 6h. Et à 6h45, là, ils prennent la voie pour la ville, pour aller chercher les étudiants. Donc, des fois, je viens ici à 4h ou bien à 4h30. Et les soirs, vous partez à quelle heure? Des fois, s'il y a assez du travail, là, tu peux venir à 4h30 et te retourner à 19h, des fois. Parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est que deux équipes ici. Et les deux équipes, là, il n'y a pas assez de personnes dedans. La présence de cette jeune femme mécanicienne dieseliste se remarque facilement sur le site de travail. Ses collègues et tous ceux qui la côtoient lui vouent une admiration particulière. En ville, les gens m'encouragent, même mes patrons, les grands patrons, par exemple le DA, ils m'encouragent, la directrice qui vient ici, elle est tellement contente de moi. Je ne sais pas quoi dire, les grands patrons m'encouragent. Même mes collègues aussi m'encouragent d'autres fois. Elle a décidé d'apprendre la mécanique. Et elle a été formée pendant 4 ans ici. Elle est recrutée par la grâce de Dieu. Elle a recruté et elle travaille systématiquement avec nous. Elle débloque tout. Elle fait tout avec nous. Elle est dans le domaine. Mariée et mère de 2 enfants, Héloïse ferme bientôt une dizaine d'années dans le métier qui fait sa passion. Cette jeune mécanicienne dieseliste ne fait pas le combat d'approche genre et se refuse toute forme de féminisme. Ah, ils vont te faire le patron. D'autres, tu serais plus âgé que l'autre là, mais pourtant il va te montrer qu'il est homme. Donc moi je n'ai pas le choix. Comme on m'a déjà recruté, je suis en train de travailler. Mon salaire ne passe pas dans leurs mains. Donc je remercie le Tout-Puissant. Elle se met à la place d'un homme, franchement. Sans plus tarder, elle travaille systématiquement comme un homme. Il faut avoir le courage. Le courage que tu es venu faire quelque chose. Donc je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment dire. Tu te laisses tout au travail. Pas que aujourd'hui là j'ai trop souffert, je me suis blessée, donc je vais laisser le travail, je passe ça, il faut faire l'effort. Elle se fait respecter par ses collègues parce qu'elle impose la règle de l'équité par sa personne et son travail. Allo 118, c'est le numéro gratuit pour appeler les sapeurs-pompiers en cas de sinistre. C'est une ligne greffée sur plusieurs autres numéros conventionnels pour recevoir le maximum d'alertes. Elle est traitée en temps réel afin de permettre aux équipes de secours d'intervenir dans les délais raisonnables. Mais il se trouve que les agents formés pour ce travail font souvent l'objet d'incivisme de la part des populations, soit par des fausses alertes pour distraire les équipes d'intervention, soit par des parents qui laissent les enfants jouer avec le téléphone portable. Dans le magazine qui va suivre, notre spécialiste transport et sécurité, Ulrich Gaba, et son cadreur nous transportent dans l'univers des sapeurs-pompiers pour comprendre comment sont recueillis et traiter les alertes et les dispositions qui sont prises pour déclencher l'opération de secours. Reportage. Voilà le quotidien de cette jeune femme sapeur-pompier. Elle reçoit et traite toutes les alertes relatives au sinistre. C'est le premier contact avec l'extérieur, une mission très délicate puisque d'elle dépendra en partie la bonne exécution de la mission de secours sur le terrain. Et le 118 est greffé sur 4 lignes téléphoniques qui sont, je vous les cite, nous avons le 21 30 30 11, le 21 30 22 22, le 21 30 94 12, le 21 30 00 18. Le 118 est greffé sur tous ces numéros. Et quand ils appellent, nous demandons la nature du sinistre, l'adresse exacte, le nombre de victimes. Et quand nous recevons l'appel, nous avons une sirène qui est là. Et nous appuyons sur la sirène. Et le chef de l'engin qui est concerné se pointe ici systématiquement pour recevoir ce que nous appelons la fiche de départ. Le service ici est exécuté avec l'extrême rigueur.
Les responsables du centre suivent avec minutie chaque détail des opérations. Ce n'est donc pas une partie de jeu de cartes, puisque chaque seconde peut sauver la vie de la victime. En dehors du fait que tous, on est pompiers de façon générale, il y a une formation spécifique que vous recevez par rapport à la manière de recevoir un requérant, par rapport aux renseignements qu'il faut recueillir au niveau d'un requérant pour faciliter le déroulement des interventions. C'est des gens qui sont formés, qui ont reçu des formations spécifiques par rapport au traitement de la lettre et quelles sont les informations qu'il faut demander aux requérants pour faciliter le travail pour les intervenants sur le terrain. Le véritable problème auquel sont confrontés ces hommes et femmes, c'est celui des fausses alertes et l'occupation de la ligne par des dérangements inutiles. Nous sommes confrontés à cela quotidiennement. Il faut d'abord aller sur le terrain pour se rendre compte que c'est une fausse alerte. Mais parfois, les appelants sont pressés et ne fournissent pas tous les renseignements. Ce qui est demandé, c'est que quand vous appelez, laissez les pompiers poser les questions pour que l'intervention ne soit pas compliquée après. Il ne faut pas appeler seulement pour dire non, il y a un accident à tel endroit et vous raccrochez. Quand vous faites ça, il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas et ça complique aussi l'intervention. Et en temps normal, c'est le pompier qui vous demande oui, c'est bon monsieur, vous pouvez raccrocher. Mais très souvent, vous allez dans les lieux, vous renseignez, on vous dit non, aucun cas ne s'est produit ici. Ici, au bureau de coordination des opérations de transmission de Saint-Jean, nous avons la chance de tomber sur un cas de dérangement inutile. Un enfant s'amuse avec le téléphone de sa mère et occupe de ce fait une ligne destinée à sauver des vies humaines. On peut l'écoute. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va bien? Allô? Ça va? Ça va bien. Et maman? Ça va. Et maman est où? C'est qui? Tu as appelé, non? Tu as appelé les pompiers? Hein? C'est les pompiers, hein? Oh? C'est mon enfant qui m'a donné la paix maintenant. Calmement et avec courtoisie, le stationnaire appelle la propriétaire du téléphone à l'ordre. Selon les sapeurs-pompiers, ces cas sont récurrents. Il faut de la patience et du tact pour gérer. Dans la suite de ce 13h européen, en dehors des travaux d'aménagement, de voies et la réhabilitation de places traditionnelles dans la ville de Porto-Novo, le projet Porto-Novo Ville-Verte a aussi réalisé un plan directeur pour l'urbanisation de la ville à travers un atelier. Le contenu de ce document qui va désormais servir de boussole pour la prise des décisions liées au cadre de vie a été présenté aux acteurs de la ville, notamment les élus locaux et cadres techniques de la mairie de Porto-Novo. Voici le compte rendu. Cet atelier organisé par la coordination du projet Porto-Novo Ville-Verte vise l'appropriation par les cadres techniques et les élus locaux du plan de développement urbain durable élaboré par le projet pour le compte de la ville de Porto-Novo. Le plan de développement urbain durable est un document de planification qui trace les grandes directives pour gérer la dynamique d'urbanisation de la ville de Porto-Novo d'ici 2035. Sa mise en application devra permettre de finir avec l'aménagement anarchique et incontrôlé, bref, avoir une ville de Porto-Novo aménagée dans les règles de l'art pour une meilleure qualité de vie des populations. Nous sommes aperçus que Porto-Novo est une ville qui évolue dans tous les sens. La ville est caractérisée par un étalement urbain et un manque d'équipement majeur. Et la ville est confrontée également à des problèmes de mobilité. Vous savez, il est heureux que ces derniers temps, Porto-Novo ait bénéficié d'un certain nombre de grandes interventions de la part du gouvernement. Et en termes de mobilité, aujourd'hui, tout le monde voit qu'il y a des efforts très forts appréciables que le gouvernement fournit. Alors aujourd'hui, le document reprend tous ces exercices et projette la ville de Porto-Novo dans les horizons 2035. En termes de mobilité, aujourd'hui, nous avons une vision très claire. Mais c'est pareil pour l'évolution du bâti, parce qu'une ville, c'est le bâti, c'est les maisons. D'accord ? Donc aujourd'hui, le document a pris en compte tous ces éléments-là, a protégé les zones qui sont inondables. Nous avons élaboré un zonage de la ville de Porto-Novo. Nous sommes au début d'un mécanisme d'appropriation qui a commencé par les élus et les techniciens de la ville.
Donc nous avons également d'autres dispositions en vue, d'accord, pour que la population également puisse s'approprier le document. Nous irons jusqu'à, si le temps le permet, les moyens le permettent, jusqu'à en faire une mise en ligne pour que le citoyen lambda de Porto-Novo qui est à Luo, ou bien qui est à Honsa, ou bien qui est à Djagidi, lorsqu'il doit pouvoir demander le permis de construire, il faut que lui-même aille en ligne pour aller voir dans quel îlot il se trouve, dans quel quartier il se trouve et ce que dit le règlement d'urbanisme de la zone. Tout ça, c'est pour l'amélioration du cadre de vie. La conception de ce nouveau plan de développement urbain durable tient compte des différents tests qui régissent l'aménagement urbain au Bénin. Le contenu du document présenté a émerveillé techniciens et élus de la ville, ainsi que les bailleurs du projet Porto-Novo Ville Verte. Ils ont eu à nous présenter un plan de zonage. Il y a des zones naturelles et que ce qu'il faut faire par rapport aux zones naturelles et ce qu'on ne peut pas faire pour telle, ce qu'on ne peut pas faire pour telle. Autant de choses qui nous permettent maintenant d'orienter le développement de la ville. Par exemple, si une route est déclarée inondable et consorts, on ne saurait autoriser une construction sur de pareilles parcelles. Donc ça permet de ne pas évoluer en désordre. Il y a que c'est bien planifié et je crois que ça nous rassure. Je trouve alors en ce plan, le plan de développement urbain durable de la ville de Porto-Novo, un outil de référence. Je voudrais alors remercier tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions avoir cet outil de référence-là, et notamment le projet Porto-Novo Ville Verte, ainsi que tous ses partenaires. Après cet atelier d'appropriation du document par les cadres techniques et élus de la ville, ce sera prochainement le tour des populations d'être mises au parfum du contenu du document. Lancement officiel du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement par la ministre de l'Industrie et du Commerce. La cérémonie s'est déroulée dans l'après-midi de ce lundi à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif visé par la mise en place de ce programme par le gouvernement est de mettre sur le marché béninois, régional et puis international des produits répondant aux normes de qualité conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce. Reportage. Le programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement entre en vigueur au Bénin ce lundi 6 mars, après plusieurs semaines de travaux préparatoires. En effet, le Conseil des ministres en sa séance du 27 juillet 2022 a approuvé la mise en œuvre du dit programme avec un partenaire technique, Cotecna, qui est un prestataire de renommée internationale en matière de vérification de conformité de qualité. Nous avons réuni les chambres consulaires. Nous avons réuni également les organismes d'inspection et de contrôle qui étaient impactés par rapport à cette activité. Nous avons réuni les consommateurs, les importateurs, avec lesquels nous avons eu des échanges, des discussions, et ça a permis de remonter ces différentes informations aux partenaires Cotecna. On peut dire que nous sommes prêts pour lancer le programme de façon technique. Cette intervention permettra de bénéficier de standards internationaux en matière de contrôle et surtout de bénéficier de la mise à niveau de notre infrastructure qualité existante. Donc ce n'est pas une contrainte supplémentaire, mais plutôt une vigilance supplémentaire et une attention particulière à notre santé et à notre environnement social. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des objectifs du PAG, à savoir une meilleure protection des consommateurs pour améliorer la qualité et la compétitivité. Les questions de qualité sont une priorité pour le gouvernement puisque l'État a le droit de protéger la santé des populations. Malgré l'existence de quelques standards techniques et normes communautaires, il s'observe l'importation et la fabrication de produits divers de qualité plus ou moins douteuse. C'est donc pour pallier cette insuffisance de garantir aux consommateurs la mise sur le marché national de produits répondant aux prescriptions et qualités exigées que le Conseil des ministres a autorisé le recours à Cotecna. Le programme de vérification de la conformité des divers produits importés ou manufacturés localement est soutenu par le gouvernement du Bénin
parce que cela nous permettra d'avoir des inspections et contrôles de qualité à des coûts très compétitifs. Et c'est pourquoi je voudrais une fois encore adresser mes remerciements au chef de l'État, le chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, qui a vu juste en dotant le Bénin de ce précieux instrument qui va conduire les producteurs, les transformateurs et distributeurs à une mise à niveau des produits destinés au marché béninois et faciliter l'accès des produits béninois aux marchés régionaux et internationaux. L'autorité ministérielle salue à l'occasion l'engagement des partenaires à accompagner cette initiative pour le rayonnement de l'économie béninoise. Cette première phase du programme qui démarre prend en compte 4 produits: les eaux et farines de blé, les tuyaux et fer à béton. Une quinzaine de produits sont concernés dès la première année de mise en œuvre du programme qui s'étend sur 3 autres phases. Au terme de la première année, la liste des produits adressés par le programme s'élargira entre autres au bitume, ciment, mobilier de bureau. Les travaux évoluent au rythme prévu dans le chronogramme. C'est le constat qu'a fait le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale sur le site de construction de la zone économique spéciale de Glodjibé. Abdoulaye Bechani y était ce mardi pour une autre visite d'évaluation de progrès. Les usines ont déjà commencé à tourner et puis l'emploi des jeunes est garanti. On fait le point avec Idrissou Boukari, Elvis Tounoukoua. Nouvelle visite du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale sur le site de construction de la zone économique spéciale de Glodjibé. Ce mardi 7 mars 2023, Abdoulaye Bechani est accueilli par les directeurs généraux de l'APEX et de la CIPI Bénin pour d'abord cette séance de travail préliminaire de quelques minutes. L'importance qui nous attache à ce projet. Ensuite, place à la visite guidée des différents compartiments du site. L'objectif de cette visite, comme d'ailleurs les précédentes, est d'évaluer les progrès enregistrés sur le site. Un tour dans quelques unités de production déjà opérationnelles dans cette zone économique a permis aux visiteurs de noter le niveau de mise en œuvre de ce programme. La dernière fois que j'étais ici, il y a à peu près 160 jours, ceux qui étaient ici savaient bien que le site n'était pas aussi avancé. Les industries qui étaient ici n'étaient pas aussi nombreuses. Aujourd'hui, le site a déjà plus de 36 entreprises. Il est totalement occupé. Et certaines de ces entreprises vont entrer en production comme celle que nous venons de visiter, qui va fabriquer des cartons. Et à partir du mois de mai, ces cartons seront sur le marché. Nous allons visiter ensemble une entreprise qui va s'occuper de traiter le soja bio, qui elle aussi va entrer en production dès la semaine prochaine. La transformation de l'économie béninoise par l'industrialisation devient progressivement une réalité sur ce site. Les travaux avancent et les investisseurs continuent de se bousculer pour y trouver une place. Cette visite du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale vise également à s'imprégner éventuellement des besoins auxquels le gouvernement pourrait apporter des réponses adéquates. Et ces besoins, il y en a de plusieurs ordres. Alors, les solutions portent sur plusieurs choses. Par exemple, sur la sécurité du site, qui est très très importante pour les entreprises qui s'y installent. Comment s'assurer de l'intégrité d'abord de l'ensemble de leurs instruments de travail, des équipements qu'ils ont installés ici, comment s'assurer de la protection des produits qui seront fabriqués. Tout cela est pris en compte et par rapport à ce que nous avons vu il y a 6 mois, c'est quelque chose qui est déjà étudié et opérationnalisé. Donc c'est quelque chose d'important. La question de la formation des gens qui viennent ici. Nous avons, c'est vrai, beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, mais en même temps, nous savons que beaucoup ne sont pas encore outillés, n'ont pas encore la formation pour être opérationnels dans les unités. C'est un sujet que nous avons discuté, sur lequel il y a du travail à faire également. Et bien sûr, il y a tous les problèmes logistiques autour d'un site important comme celui-ci. Comment s'assurer que les gens qui viennent ici sont transportés? Comment
s'assurer qu'ils Les différentes usines qui s'installent sur le site auront donc à assurer la transformation de produits agricoles tels le soja, le coton, le karité, l'ananas, le cajou et bien d'autres. C'est donc avec grande satisfaction que le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale quitte la zone économique spéciale. La CIPI Bénin et l'APEX, quant à elles, s'engagent à maintenir la même dynamique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.